des manières d'exister qu'on a dans la vie et de construire un autre monde, c'est de protester contre celui devant lequel on est. Je pense qu'en France, étudiants protestants, ça veut dire étudiants protestataires. Et ils le sont depuis le début du siècle. Le mouvement La Fédé existe depuis bientôt 100 ans. Donc en 1998, on va fêter le centenaire du mouvement français. Et le mouvement international existe depuis l'année dernière, on a fêté son centenaire. Donc ce mouvement a été créé à la fin du 19e siècle, à une époque où on découvrait l'international et à une époque aussi où on rêvait très fort de changer le monde. J'ai des organisations qui viennent. Sacré. Moi, complètement. Ô bienheureux ministre, pour la gestion du stock, du triangle des arts et métiers. Étudier, contester, changer la vie, c'est le lot des étudiants. Nous avons suivi quelques groupes de la Fédé, c'est-à-dire la Fédération française des associations chrétiennes d'étudiants. D'abord dans un foyer à Paris et ensuite, avec d'autres jeunes, nous allons découvrir leurs différentes activités. Il faudrait que les étudiants apprennent à parler en leur nom. Il y a un tas de discours sur ce que pensent les étudiants. Et en fait, moi, j'entends pas dans les médias ce que nous, on veut. Et par exemple, il y a des choses aussi simples que la façon dont sont organisés les cours, les TD. Moi, je rencontre un tas de copains qui râlent contre les TD, mais c'est sûr que si la façon dont c'est fait actuellement, le fait qu'il y ait peu de profs, c'est pas intéressant. Alors après, on peut faire toutes les réformes qu'on veut. Tout se joue dans le rapport avec les profs. Quand on rentre à l'université la première fois, c'est assez difficile. On se trouve dans des amphithéâtres où il y a 200, 300 personnes parfois. C'est absolument affolant. Dans les TD, on devrait être un petit groupe, on est 60. C'est assez anonyme. Donc j'imagine que des personnes qui arrivent seules de province pour arriver là doivent vraiment avoir du mal. Surtout qu'on a très peu de travaux en groupe. C'est toujours chacun dans son petit coin. C'est assez affolant. Moi, je vois un tas de gens qui gaspillent, mais c'est comme ça. C'est parce qu'à la limite, ils ne voient pas comment faire autrement. Leurs premières années, notamment le DUG. Et ça, c'est pas compliqué. C'est parce qu'il n'y a pas de rapport personnel avec les profs, parce que les profs ont trop d'étudiants. Et qu'ils sont jetés comme ça. Ceux qui savent se débrouiller se débrouillent très bien. Il y a vraiment les moyens. Mais quand on a des problèmes avec les méthodes de travail, tout ça, et finalement c'est le cas chez plein d'étudiants, et ben là, c'est un peu dur, quoi. Et quand les études ne marchent pas, comme on investit beaucoup, le reste, ça ne peut pas marcher non plus. Si on n'est pas bien dans ses études, on ne peut pas être bien ailleurs, quoi. Grâce à l'association des étudiants protestants de Paris, pour beaucoup d'étudiants ici, c'est pas du tout le cas, parce qu'ils ont réussi ici à se faire des amis très proches des fois. Et ils retrouvent ici la chaleur qu'ils avaient au lycée quand ils étaient dans leur petite ville de province. On n'est pas du tout... Alors Magali, oui. Moi, je te dis. Mais qui On passe à l'EPP, on veut bosser en social. Pas plus. Tu as voulu faire ça? Oui, je voulais être pasteur à la mission populaire. Ah oui? Il y a des centres d'animation en général attachés à chaque mairie et puis tu cherches, si tu te proposes comme bénévole en plus, je te dis pas. Oh, bienvenue! Quand je suis allé à CEDJ, il y a plein de trucs à faire. Bénévole avec un projet, ouais, c'est en tant bon, que bénévole. Oui, non, mais... Ouais. On est ici à l'AEPP. L'AEPP, en fait, c'est deux choses. C'est à la fois un foyer et une association. C'est un foyer, il y a 30 résidents qui y habitent. Et l'association, c'est différentes activités qui changent tous les ans. Alors, il y a des groupes politiques, il y a un groupe théâtre, photo, salon littéraire, enfin, diverses choses. Ça change chaque année. Et les personnes qui habitent à l'AEPP s'engagent à participer aux activités de l'association. Mais il y a des gens de l'extérieur qui viennent également aux activités. Alexandre,
Tu viens, ce salon littéraire, c'est Amaury qui le fait. C'est maintenant. Ouais, non, là je travaille. Travaille. Ok. Bon, Il faut être protestant pour venir ici. Ah, pas du tout. La majorité des personnes qui habitent ici ne sont pas protestants. Il y a vraiment toutes les religions et toutes les nationalités aussi. Mais aussi un personnage. C'est un monsieur qui a 87 ans. Il est né au nord-est, c'est-à-dire, comme nous avons vu dans le petit résumé, c'est un état que vit Est-ce qu'on parle de la foi ici? avec une réalité très Très peu. difficile. Il y a un groupe qui s'est créé récemment, qui s'appelle un groupe de partage, où on parle du dialogue entre athées et croyants. Mais c'est vu de ce point de vue-là. C'est un groupe qui est ouvert également aux athées, c'est-à-dire à la manière de percevoir la vie. Ça ne permet pas que les gens aient une condition de vie assez Le soir, il y a beaucoup de réunions, les personnes choisissent dans quelles activités elles veulent s'investir. Et l'ensemble est géré par les étudiants. Une famille simple. Et parfois, l'argent n'était pas suffisant. Son père gagnait exactement pour manger. C'est en son honneur, Jean-Paul. Qu'est-ce qui a fait la rubrique de la fin? De quoi? Le feuilleton. Alain. Alain? J'ai pas reconnu son style. On pose. De maquiller. J'en voulais pas. En fait, là, vous assistez à la première phase de ce qui va être à l'arrivée le groupe Libre Propos. C'est-à-dire, on va, autour d'un très bon repas, on va essayer de se mettre d'accord pour choisir un thème et choisir les intervenants sur un débat qui nous intéresse. Puis on va essayer de se réunir tous les membres de l'AEPP pour en discuter, pour essayer de faire sortir un ou deux problèmes qui nous paraissent essentiels. Et ensuite, on va demander à un intervenant de venir bien nous donner son avis sur ces problèmes et on va discuter avec lui dans le cadre d'une conférence. Au début, on avait commencé par un débat sur le clivage gauche-droite, parce que ça, en général, tout le monde est assez intéressé, tout le monde se sent assez impliqué. Le prochain sera l'Europe, donc on est parti, je pense, du clivage principal. Et ensuite, on essaye sur tous les grands thèmes de retrouver le clivage gauche-droite. C'est un peu l'idée d'avoir un sujet qui permette une confrontation des idées, mais sur la place de la France, avec Alexandre, par exemple. L'idée de la France, mais sur l'Europe, donc c'est ce dont on va débattre la prochaine fois. Et on a commencé un peu à réfléchir dessus. Ce serait notamment la question de l'identité européenne. Y a-t-il une identité européenne? Donc la citoyenneté européenne, le débat entre approfondissement et élargissement, la place de l'Europe dans le monde comme acteur. Ça c'est toi, Alex. Grand sujet de discorde dans le groupe, ça. Savoir si la France, il y a un rôle à jouer, s'il y a vraiment une fonction de notre pays dans le monde, ou si toute cette idée du président de la République, le prestige de la France, la grandeur, les droits de l'homme, est-ce qu'on a plus de rôle que d'autres pays à jouer? Ça oppose un peu David, qui pense qu'on n'a aucune raison de jouer un rôle et que dépenser de l'argent pour ça, ça n'a pas grand intérêt. À Alexandre, qui se sent un peu gaulliste dans cette affaire. Pardon. Tu déformes ma pensée. Ce que je dis, c'est qu'il vaut mieux partir de la situation actuelle, une France qui est escalée, notamment avec le problème du chômage, de l'emploi, plutôt que de dire la France est un grand pays qui a une mission universelle dans le monde et de se gonfler comme ça et finalement ce qui est contredit par la réalité qui est une France faible. Dans tous les cas, il y aura sûrement un débat très intéressant parce qu'il y a plein de nationalités différentes à la EPP, donc il n'y aura pas que vos deux opinions, j'espère. Il y en aura d'autres et des opinions des étrangers sur l'identité de la France. C'est en quoi on n'est pas du tout représentatif de l'AEPP. C'est-à-dire que le principe de l'AEPP, c'est qu'il y a une grande origine, on a dit de nationalité, mais également d'origine au niveau des études. Et peut-être la richesse principale de l'AEPP, c'est justement le fait qu'il y ait des gens qui aient fait de la sociologie, des lettres, de l'histoire, du droit, Sciences Po, des maths, de la science. Et je crois que ça permet vraiment d'avoir un échange constructif et chacun apporte un peu de soi à la discussion et comme ça le groupe est plus enrichi. On fait beaucoup de rencontres et il y a beaucoup de mariages intra-EPP, intra-FEDE. On avait fait il y a un an des petites statistiques pour voir entre nous et on avait vu que toutes les personnes qui étaient là depuis 3 ans à l'AEPP avaient eu au moins un copain à l'AEPP. Mais c'est normal, on est tous des personnes qui s'intéressent plus ou moins aux mêmes choses, on vit ensemble, on passe des moments difficiles de notre vie ensemble. C'est un endroit privilégié quand même pour rencontrer des personnes
avec qui on a des atomes crochus. Quand on est un couple et qu'on est étudiant, on se sent mieux, on se soutient, comment ça se passe? Je sais pas si... Enfin, pour moi, je sais pas pour toi, mais c'est pas une question de se soutenir, c'est... Déjà, on sait pas vraiment, enfin moi, je sais pas vraiment si on fait un couple ou non. C'est surtout, ce qui est bien quand on est étudiant, c'est que, enfin pour moi, j'ai du temps, je suis pas... J'ai la chance d'avoir des parents qui me mettent pas la pression, couple ou pas couple. C'est pas pour le réconfort, c'est parce que c'est une aventure. Moi, je trouve que c'est plus dur d'être en couple que d'être seul, parce qu'en fait, quand on est étudiant, on a la possibilité de rencontrer beaucoup de gens. Quand on est en couple ou quand on aime quelqu'un, on a envie d'être plus avec cette personne-là. Ça prend un temps fou sur les copains. Votre rencontre avec la Fédé, ça s'est passé comment? En fait, j'avais un copain avec qui je faisais mes études et il me parlait de la Fédé comme ça de temps en temps. Et puis, à un moment, il me propose, c'était une université d'été sur le bonheur. Je me suis dit, soit c'est des gens qui sont complètement allumés, soit c'est vraiment génial. J'y suis allé pour voir. Au départ, j'ai dit, je viens que 3 jours. Et puis finalement, je suis resté du temps. J'ai trouvé là, c'était un peu un lieu plein d'effervescence. J'avais vu des gens que j'avais connus avant, qui avaient fait un sacré chemin. Je me suis dit, tiens, c'est super que des gens comme ça aient pu trouver une association qui les fasse autant avancer. Et puis, il y avait aussi le texte d'orientation de la Fédé. Et dedans, il y avait formation, responsabilisation, être des citoyens conscients du monde dans lequel ils vivent, tout ça. Moi, je sortais juste d'études de sciences politiques où je rencontrais des hommes politiques qui me parlaient de programmes. Et là, je voyais des étudiants qui passaient des belles idées à l'action, quoi, simplement. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment... Je me suis dit, un mouvement comme ça, si vraiment ils font ce qu'ils disent, ça vaut le coup d'y aller. Ce petit presbytère, près de Martigues, à quelques kilomètres de Marseille, abrite pour 4 jours une vingtaine de jeunes de la Fédération française des associations chrétiennes d'étudiants. Salut, enchanté. Cyril. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Ouais, toi, il sera Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect réflexion, il y a l'aspect convivialité, de tous manger ensemble avant. Tous manger ensemble avant, en général, c'est assez joyeux. Et en plus, à côté de ça, il y a des intervenants extérieurs, des débats, des films sur lesquels on parle. Oh, mais il n'y a pas besoin de bronzer. Non, mais c'est pas pour bronzer. Hein. Ah non! C'est pas possible! C'est la première fois qu'il y a un camp du Sud, avec donc un certain nombre de villes du Sud, Nîmes, Aix-en-Provence, Marseille, qui au départ c'était pour juste se rencontrer, savoir qu'il y a d'autres groupes qui existent et savoir ce qu'ils font. Et ensuite on a choisi donc le sujet des peurs, peur de l'étranger, toutes les peurs qu'on peut finalement avoir. On n'a pas vraiment de réponse en fait là-dessus. On se pose la question, on essaie de comprendre. D'où viennent ces peurs? Pourquoi ces peurs? Il me semble qu'actuellement, on parle de plus en plus des peurs. Cela nous préoccupe de plus en plus. Ces thèmes nous préoccupent de plus en plus parce que, je pense, on a moins de projets. Les gens qui ont le plus peur sont ceux qui ont le moins de projets. Et en fait, on a affaire maintenant à une société qui est davantage braquée sur des rejets que sur des projets. Alors, justement, la foi, elle devrait nous permettre de nous projeter, de faire des projets. Je pense que la foi peut permettre d'abord de s'avouer ses peurs. Je pense que c'est à partir du moment qu'on peut s'avouer ses peurs, et donc aussi ses besoins. Ses besoins de sécurité, ou ses besoins d'amour, ou ses besoins de reconnaissance. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut devenir libre pour faire des projets.
cette histoire de dire que la foi libère de tout, non, parce que dans les moments de doute qui sont quand même, chez moi assez fréquents, et ben, il y a plus trop de confiance, j'ai plus trop de confiance, donc ça libère pas du tout de la peur. Tout le monde sait très bien que la vie chrétienne, c'est rarement dans la pureté, dans la plénitude, et que c'est une sorte de combat permanent. Et est-ce que justement, la question en soi n'est-elle pas donc la remise en cause aussi de ses propres certitudes, de ses propres... parce que souvent on se fait on se construit sa propre peur aussi. Alors je sais pas, est-ce que... Il y en a qui adhèrent à ça Moi, c'est ce que j'ai entendu par doute tout à l'heure, parce que... Ouais, mais j'ai remis ça, je suis bête. Voilà. Tirez sur moi! Tirez sur moi! Allez, tuez-moi, je vous dis! Tuez-moi! J'ai présenté un film qui se déroule en Afrique du Sud après les événements de 1976 sur l'apartheid. Alors, je voulais montrer en fait les conséquences de la peur. Mais la peur, aussi bien la peur chez les Noirs, ça c'est évident, on le sait, mais aussi la peur chez les Blancs qui avaient peur de perdre des avantages acquis. Et montrer que des deux côtés de la barrière, il y avait une peur et bien sûr très souvent une ignorance de ce qui se passait dans les camps respectifs. Les peurs sont toujours des réactions individuelles, primaires, qui suspendent le rapport à l'autre et le rapport à l'institution et à la médiation. Je dis par conséquent que pour que les gens n'aient plus peur, il faut leur parler. Il faut remettre du discours, remettre du lien social, remettre du langage. Les régimes despotiques se sont toujours instaurés dans l'histoire, qu'on remonte jusqu'à ce qu'on appelait les tyrans à l'époque des Grecs. Les régimes despotiques ont toujours reposé sur « votre pays est en insécurité, la patrie est en danger, donc faites-moi confiance ». À partir du moment où on sème la peur chez les gens, on récolte le vote fanatique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en France en 1934 ? Qu'est-ce qui s'est passé déjà en Allemagne en 1933 ? Il y a un type qui a réussi à foutre la trouille à tout un peuple. C'est son nouveau repère, c'est plus la famille, c'est un groupe d'amis, comme on peut le rencontrer à la Fédé ou dans d'autres endroits. C'est vrai que nous on le trouve à Fédé, c'est vrai. On partage des choses, on discute et on trouve ensemble des repères, Oui, on a l'impression d'avancer ensemble. À l'époque où moi j'étais étudiante, nous voulions changer la société. C'était très clair, tout ce qu'on faisait c'était réfléchir pour mieux comprendre et puis pour changer la société. Je dirais aujourd'hui la préoccupation a bien changé. J'ai l'impression que leur grand souci c'est de pouvoir intégrer la société, de pouvoir avoir leur place dans la société. Quand on est dans un milieu associatif, on se pose des questions sur le véritable sens de la vie, sur qu'est-ce qui est vraiment important. Les études c'est bien beau, mais on le voit en plus avec les problèmes d'emploi en ce moment, c'est pas tout. Et il y a des élèves qui peuvent être extrêmement brillants et ne pas réussir à s'en sortir après, tout simplement parce qu'ils n'ont pas appris la vie. Ils ont appris les études, mais ils n'ont pas appris la vie.
dit on va faire des stages de formation pour que les gens soient capables dans leur groupe d'animer, de travailler ensemble, tout ça. Et puis en fait, les gens évoluent par les relations humaines, par toutes ces rencontres informelles. Et moi, je suis toujours épaté quand je vois des gens qui arrivent, on les voit à une AG, ils parlent pas, ils sont timides et tout, ils reviennent à un stage à Noël et puis pof, on les voit qui du jour au lendemain se mettent à éclore, quoi. Ça, moi, pour moi, c'est s'il y avait que ça, c'est déjà super. Bon, c'est comme ça. Je pense que c'est un cadre suffisamment souple qui laisse suffisamment de temps aux gens pour qu'ils puissent trouver leur marque et puis aboutir. Oui, c'est des gens qui peuvent accoucher de ce dont ils sont porteurs, quoi. La Fédé, ça regroupe plusieurs associations et il y a des associations qui sont très diverses. Ça peut être des associations liées à une paroisse, ça peut être des groupes de jeunes qui sont montés comme ça, vraiment à l'extérieur du protestantisme. Et la Fédé leur offre un cadre au niveau national pour que ces groupes se rencontrent, pour qu'on profite de cette diversité, pour apprendre à se former, pour réfléchir ensemble. C'est très dur de monter au niveau local des réflexions qui se tiennent, une analyse de l'actualité, de la place qu'on peut avoir dans le monde. Ça peut se faire au niveau national. Quand on met toutes nos forces dans un pot, ben voilà. Et alors, moi, je suis modestement dans le pot à essayer de faire que ça colle un peu ensemble. Moi, ce que je fais, finalement, c'est assez modeste. C'est m'occuper des groupes qui sont en train de se créer. Je me suis un moment occupé de la revue La Fédé Approche. Alors c'est un peu tanner les gens pour qu'ils fassent des articles. Parce que s'il y a un article qui est bien fait, il y a des gens qui s'y intéresseront. S'ils s'y intéressent, ça veut dire que dans leur groupe, ils réutiliseront le thème. Ça veut dire que d'autres vont à nouveau s'intéresser à cette question. À l'Assemblée, l'homme invisible est une femme. Ils occupent nos cliniques, occupons leurs églises. Pas un homme de gauche qui ne soit de droite quand il s'agit des femmes. Une femme sans homme, c'est toujours comme un poisson sans bicycle. Ceux-là, oui, je les aime beaucoup. Là, nous avons fait très récemment un numéro sur les femmes, le retour. Ce numéro donc, que vous avez ici. C'était notamment en référence à la conférence qui a eu lieu à Weirou. Et aussi parce qu'à la Fédé, je co-anime actuellement un groupe de relations entre hommes et femmes. On est féministe à la Fédé ? Un certain nombre de personnes, oui, un nombre non négligeable, et qui s'attachent en gros à faire le lien avec tous ces combats féministes qui ont eu lieu dans les années 60-70 et qui nous concernent tous en fait, puisque en gros, dès qu'il est question des droits des femmes, il est question en gros de la démocratie dans son ensemble. Moi, je me sens concerné au premier chef par ces questions parce que je pense que de toute façon, si l'identité féminine change, l'identité masculine change aussi, et que les rôles sociaux des hommes comme des femmes sont en grande partie des héritages qui nous empêchent de vivre en grande partie. Donc c'est pour ça que je mène ce combat avec une grande joie. Je suis étudiante en sciences. Enfin, j'étais étudiante en sciences, j'ai fait 2 ans en France et j'ai fait 2 ans en Angleterre. Je me destine à travailler en laboratoire de recherche. Je cherche du travail depuis 4 mois. Alors j'ai essuyé des candidatures qui n'ont pas abouti, qui ont presque abouti, où on arrive 2e, mais c'est l'autre personne qui a été prise, donc ça c'est dur. La
difficulté entre la vie étudiante et la vie professionnelle, ce laps de temps entre ces deux vies, on a l'impression de servir à rien, on perd confiance. Donc plus on recherche un emploi, plus on se dit ai-je les capacités pour, vais-je être à la hauteur, va-t-on me recruter un jour La Fédé apporte un soutien que l'on peut rapidement trouver dans des week-ends régionaux, dans des rencontres nationales. Ça permet de se sentir utile aussi. Ça donne confiance de parler de ces choses-là ensemble. Je pense que le fait de parler de ces choses-là est très important. Et ça responsabilise aussi. Ça, c'est très important. On se sent un petit peu perdu, justement, quand on sort de ses études. Et par ces échanges sur la politique dans le monde, le fait d'investir dans des associations, ça responsabilise. On se sent quelqu'un capable d'intervenir dans les problèmes actuels. On est responsabilisé. À la Fédé, quand on y rentre, c'est difficile d'en sortir. C'est-à-dire qu'à 35, 40 ans, on lit les parutions, on est toujours en contact avec la Fédé. Je crois que quand on y rentre, on n'en pas. Ça marque pour la vie ? Ça marque pour la vie, oui. Ça marque pour la vie au niveau de l'investissement, au niveau de la responsabilisation, justement, et de l'engagement.